Imagine une ferme. Plus d'1 million de salamandres y vivent. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, mais bel et bien la réalité en Chine. Là-bas, on élève de gigantesques amphibiens, capables de mesurer jusqu'à 2 mètres et de se vendre à près de 500 $ le paquet, sous forme de remède. Leur viande, considérée comme un mets de luxe, leur peau, transformée en accessoires haut de gamme, et leur pouvoir de régénération. Il inspire carrément les scientifiques pour inventer de nouveaux traitements médicaux. Mais à quoi ça ressemble concrètement? Laisse-moi te montrer. La plus grande ferme de salamandres en Chine occupe des dizaines d'hectares. Ça leur offre assez d'espace pour aménager des bassins, où les salamandres peuvent évoluer dans des conditions quasi naturelles, ainsi que des zones spécialisées pour leur élevage et leur reproduction. Les premières fermes de salamandres ont commencé à apparaître en Chine il y a quelques décennies, surtout à partir des années 1990, lorsque la demande pour ces amphibiens a explosé. Ce phénomène s'est renforcé grâce au soutien du gouvernement dans certaines régions, où des avantages étaient accordés aux agriculteurs pour développer l'aquaculture et des fermes spécialisées. Résultat, les fermes de salamandres sont devenues un business florissant et, avec le temps, se sont transformées en exploitations hautement productives, dédiées à l'élevage massif de ces animaux. En général, une ferme de salamandres débute par l'acquisition d'œufs ou de larves. Les femelles pondent leurs œufs dans l'eau, et de là éclosent que de petites salamandres qu'on appelle larves, ou têtards. Selon l'espèce, la ponte peut varier, mais la plupart du temps, les éleveurs achètent ou récupèrent des œufs déjà fécondés, d'où émergent ensuite ces petites larves. Une fois les larves écloses, elles se développent dans l'eau jusqu'au stade adulte. Sur les fermes, on crée donc des conditions sur mesure pour assurer leur croissance. Un niveau d'eau adéquat, une alimentation adaptée et une température contrôlée. Pour ces petites salamandres, il est crucial de maintenir l'eau à une température stable, en général entre 18 et 22 degrés, car au-dessus ou en dessous, leur développement peut ralentir, voire s'interrompre. L'environnement doit rester modérément chaud, avec un taux d'humidité optimal, compris entre 70 et 90% selon l'espèce. Cela leur permet de conserver un bon équilibre hydrique et de se développer convenablement. L'eau, quant à elle, doit être propre, sans pollution ni additifs chimiques. Sur les fermes, on installe donc des systèmes de filtration en continu pour la purifier en permanence. Au stade larvaire, l'alimentation des salamandres se compose essentiellement de micro-organismes, algues, plancton et aliments spéciaux pour jeunes amphibiens. Puis, en grandissant, leur régime s'étoffe. Les adolescents et les adultes consomment des insectes, mouches, vers, de petits poissons ou des mollusques, leur apportant ainsi les nutriments indispensables à leur croissance. Quand les salamandres deviennent plus grandes, on les transfère dans des bassins plus spacieux et plus proches de leur habitat naturel, avec des plantes et des cachettes pour qu'elles se sentent en sécurité. Le suivi constant du taux d'oxygène dans l'eau est essentiel pour le bon fonctionnement de leur organisme. Des systèmes de filtration spécifiques servent à éviter toute contamination et à maintenir l'eau propre. Quant aux locaux où elles sont hébergées, ils doivent être suffisamment ventilés pour garantir un air sain et des conditions optimales. Lorsqu'elles sortent tout juste de l'œuf, les petites salamandres font à peine 1 cm de long. À ce stade, leur croissance est très lente et elles ont besoin de conditions bien particulières pour démarrer leur développement.
Au cours des 6 premiers mois, elles peuvent atteindre 5 ou 10 cm. C'est là qu'elles connaissent leur plus forte croissance, même si tout dépend de la qualité de leur alimentation et de leur environnement. La plupart des espèces atteignent la maturité sexuelle au bout d'1 an et demi, voire 2 ans, quand elles mesurent environ une vingtaine de centimètres. À ce moment-là, elles deviennent des adultes à part entière, prêtes à se reproduire. Certaines espèces de grande taille, comme Andrias davidianus, peuvent atteindre 2 mètres, et il leur faut parfois près de 5 ans de croissance active pour y parvenir. Dans de bonnes conditions, une salamandre peut gagner plusieurs centimètres par mois durant sa jeunesse. En revanche, si les conditions ne sont pas idéales, sa croissance risque de ralentir. Le kilo de viande de salamandre peut se négocier entre 50 et 100 $ américains, selon l'espèce et le lieu de vente. Dans certains restaurants haut de gamme, les prix peuvent grimper nettement plus haut. Chaque année, on élève des millions de salamandres en Chine, dont une partie est destinée à la consommation de viande. Sur les plus grosses exploitations, on peut trouver de quelques dizaines de milliers à plusieurs millions d'individus. Une fois qu'elles atteignent une taille commerciale, souvent autour de 20 ou 30 cm pour la plupart des espèces, elles sont abattues. L'abattage s'effectue en général sur place ou dans des installations spécialisées, en veillant à des méthodes considérées comme humaines afin de préserver la qualité de la viande. Celles-ci s'utilisent dans les plats traditionnels, notamment les soupes, les raviolis et même dans certains régimes diététiques. Les remèdes à base de salamandre peuvent inclure des extraits de leur peau, de leurs os ou de leur chair. On sait par exemple que les extraits tirés de la salamandre géante de Chine servent à concevoir des produits favorisant la cicatrisation et dotés de propriétés anti-inflammatoires. Les recherches menées sur ces amphibiens montrent que leur faculté de régénérer leurs tissus pourrait être déterminante dans la mise au point de traitements, aidant à soigner les plaies chez l'humain, notamment des crèmes pour la peau ou des solutions visant la régénération d'organes. Dans la médecine chinoise, la viande et les organes de salamandre sont utilisés pour soigner plus de 30 maladies, dont l'arthrite, le rhumatisme ou divers troubles pulmonaires. On trouve même en Chine des élixirs, bouillons et poudres de salamandre. Certains atteignent des prix stratosphériques, allant jusqu'à 500 $ pour un petit flacon. Le prix de la peau de salamandre dépend de son espèce et de sa qualité. Par exemple, la peau d'une salamandre géante de Chine peut se négocier entre 30 et 80 $ américains le mètre carré. Elle est transformée en divers accessoires, tels que des portefeuilles, des sacs ou encore des ceintures. En Chine, plus d'1 millier de fermes se spécialisent dans l'élevage de salamandres, avec une production totale estimée à plusieurs millions de tonnes de viande par an. Beaucoup de ces fermes organisent des visites touristiques permettant d'en apprendre davantage sur ces animaux, leur rôle dans l'écosystème, ainsi que sur les méthodes d'élevage destinées à différents usages. Les visiteurs peuvent observer le processus de reproduction. C'est fascinant de voir les femelles pondre leurs œufs dans des zones aménagées exprès. Un spectacle qui passionne les amateurs de nature et de biologie. En fin de compte, ces fermes de salamandres ne présentent pas seulement un intérêt économique ou scientifique. Elles offrent aussi un côté visuel et esthétique franchement impressionnant. Léger comme une plume par rapport à l'acier, mais tout aussi résistant. Un métal qui ne craint ni la rouille, ni l'eau salée, et qui peut même vivre dans ton corps, sans provoquer la moindre allergie. C'est le titane. Mais comment?
À partir de la roche qu'on appelle minerai, ce métal voit-il le jour? Plongeons ensemble dans son incroyable voyage. Le titane ne se trouve pas tout simplement à l'état pur, comme l'or ou l'argent. Il est caché dans des roches qu'on appelle le rutile et l'ilménite. Des pierres lourdes, sombres, qu'il faut extraire du sol. Des excavatrices géantes, de véritables titans de la construction, déchirent la terre sur des dizaines de mètres de profondeur. Leurs godets, de la taille d'une petite voiture, s'enfoncent dans le sol avec un rugissement, soulevant des tonnes de pierres, de sable et d'argile. Le ciel se charge de nuages de poussière, les moteurs grondent, le métal grince. Chaque mouvement de ces machines est une danse de puissance, où la précision se mêle à une force impressionnante. Des chaînes gigantesques, des systèmes hydrauliques agissent comme des muscles mécaniques, permettant à ces monstres de dompter même les roches les plus dures. Un véritable spectacle de technologie, où chaque coup de pelle nous rapproche des trésors de la Terre. Ce minerai, point de départ d'une grande aventure industrielle. Le minerai extrait peut peser des centaines de tonnes chaque jour. Mais avant tout, il faut le purifier. Enlever les pierres, le sable, le fer, grâce à des séparateurs magnétiques et gravitationnels. Imagine un tamis géant qui ne laisse passer que les particules dont on a besoin. Et c'est là que les choses deviennent passionnantes. Le titane, dans le minerai, c'est comme un gâteau avec du chocolat et de la crème. Mais nous, on ne veut que la crème. Pour ça, on utilise le procédé Kroll, en 2 grandes étapes. On mélange le minerai avec du charbon, on le chauffe à une température extrême, plus de 1000 degrés Celsius, tout en y injectant du gaz chlore. Le chlore réagit avec le titane et l'oxygène présent dans la roche, formant une substance liquide, le tétrachlorure de titane. Cette substance est ensuite purifiée, jusqu'à devenir un gaz transparent et léger. Le processus dure plusieurs jours, avec une surveillance constante de la température et de l'atmosphère pour éviter toute oxydation. Le tétrachlorure purifié est ensuite acheminé dans une grande chambre hermétique. Là, il est mélangé avec du magnésium fondu, à une température dépassant 1500 degrés Celsius. Le magnésium capte le chlore, laissant derrière lui du titane pur sous forme de masse poreuse, qu'on appelle l'éponge de titane. Ce processus prend plusieurs jours et doit se faire à l'abri de l'air, car le titane réagit très vite avec l'oxygène. L'éponge de titane est ensuite refroidie, broyée, puis compressée en gros blocs. Ces blocs ressemblent à de grands cylindres, environ 8 cm de diamètre pour 35 cm de long, parfait pour le transport et les futures transformations. Une fois ces lingots de titane obtenus par fusion et moulage, on passe à l'étape suivante, la mise en forme. C'est là que le titane prend vie, sous forme de pièces pour l'aviation, la médecine, la mécanique et bien d'autres secteurs. On commence par chauffer les lingots à des températures élevées, autour de 950 degrés Celsius. Cette chaleur rend le métal plus malléable, plus facile à travailler, sans risque de fissure. Mais même chauffé, le titane reste incroyablement solide. Donc il faut des machines spéciales, des presses puissantes, capables de générer des forces énormes. L'une des méthodes les plus courantes pour transformer le titane, c'est le laminage. Les lingots passent entre des rouleaux qui les aplatissent progressivement, donnant des feuilles minces et régulières.
Ces feuilles de titane sont ensuite utilisées pour fabriquer des carlingues d'avions, des implants médicaux, des pièces de moteur et bien plus encore. En plus du laminage, on utilise aussi le forgage. Le titane est alors soumis à des pressions énormes pour prendre la forme voulue. Grâce au forgeage, la structure du métal devient plus dense, augmentant sa résistance et sa capacité à absorber les chocs. Idéal pour des pièces qui doivent fonctionner dans des conditions extrêmes, comme les moteurs d'avion. Le titane peut aussi être plié, découpé et percé. Mais en raison de sa dureté, ces opérations nécessitent des outils spéciaux, souvent en diamant ou en carbure. La découpe se fait avec des disques diamantés ou des outils en carbure qui restent tranchants et résistants au titane. Le perçage, lui, doit se faire avec un refroidissement constant pour éviter toute surchauffe. Le titane a aussi la particularité de réagir avec l'air à haute température, formant une couche d'oxyde solide. C'est pourquoi toutes les opérations de chauffage et de mise en forme se font sous atmosphère contrôlée, sous vide ou avec des gaz inertes. Les avions et les vaisseaux spatiaux contiennent jusqu'à 30% de titane, parce qu'il est léger et supporte de grandes contraintes. Les implants en titane ne sont pas rejetés par le corps, ce qui les rend parfaits pour les prothèses, les implants dentaires et même les stimulateurs cardiaques. Les voitures de sport utilisent du titane pour être plus légères et plus rapides. Les turbines, les équipements chimiques, les navires, tout ça utilise du titane pour sa résistance à la corrosion. Et ce n'est pas tout. Le titane peut être fondu et réutilisé sans perdre ses propriétés. Sa légèreté aide à économiser du carburant dans les avions et les voitures, réduisant ainsi les émissions de gaz polluants. Les ingénieurs continuent d'inventer des méthodes plus économiques et écologiques pour produire ce métal incroyable. Mais la vraie révolution, c'est l'impression 3D avec du titane. L'avenir est déjà là. Au lieu de découper ou de forger le métal, on le fait pousser couche par couche, comme un puzzle en 3D. Avec cette technologie, on peut créer des formes complexes, des structures internes, légères mais solides, impossibles à obtenir par des méthodes traditionnelles. En impression 3D, chaque couche de poudre de titane est fondue au laser ou par un faisceau d'électrons. C'est pas juste une technologie, c'est l'avenir. Un avenir qui nous permet de fabriquer des pièces plus légères, plus résistantes et parfaitement adaptées aux exigences de l'aéronautique, de la médecine et même de l'exploration spatiale. Chaque seconde, dans le monde entier, des centaines de moteurs démarrent, des voitures aux avions. Et chacun d'eux a un cœur en métal, un gros bloc où naît toute la puissance. Mais comment, à partir d'une ébauche métallique brute, on obtient une structure précise, ajustée au micron près? Il n'y a pas si longtemps, c'était un travail manuel minutieux. Aujourd'hui, c'est l'affaire de machines-outils surpuissantes à commande numérique par calculateur, les fameuses CNC. Elles sculptent littéralement le moteur dans le métal, en suivant les instructions d'un ordinateur. C'est comme de la sculpture, oui, mais au lieu du marbre, ici, c'est de l'acier, de l'aluminium ou de la fonte. Et il n'y a absolument aucune place pour l'erreur. Comment fonctionnent ces machines? Qu'est-ce qu'il faut pour usiner un bloc moteur pesant des centaines de kilos avec la précision d'un cheveu humain? Je te montre ça tout de suite.
Avant de former les pièces brutes en acier sous la pression énorme des presses hydrauliques, on les chauffe impérativement à une température précise. Ça facilite grandement la déformation du métal et ça garantit une super qualité aux pièces finies. Cette étape, c'est la clé dans la technologie du forgage et de l'estampage des métaux. Pour les pièces en acier, le plus souvent, on chauffe à une température autour de 1300 degrés Celsius. Ça correspond au forgeage à chaud. À cette température, l'acier devient plastique, beaucoup plus malléable, ce qui permet de lui donner des formes complexes sans créer de fissures ou de défauts. Bien sûr, la température exacte dépend du type d'acier, de la taille et de la forme de la pièce brute, et aussi de ce qu'on va en faire après. Le chauffage se fait dans des fours spéciaux, où la température est maintenue super stable et uniforme. On met les pièces brutes dans le four. La chaleur commence par atteindre la surface, puis pénètre progressivement au cœur de la pièce. Ce qui est crucial, c'est d'équilibrer la vitesse de chauffe. Si c'est trop rapide, la température n'est pas uniforme et ça crée des tensions internes, voire des fissures. Mais si c'est trop lent, eh bien, ça plombe la productivité. Pas simple. La vitesse optimale pour monter en température pour les pièces en acier, c'est généralement entre 50 et 100 degrés par heure. Ça assure un chauffage bien régulier et ça aide à former la bonne structure dans le métal. La durée pendant laquelle on maintient la pièce à la température cible dépend de sa taille. En général, c'est entre 7 ou 20 minutes pour des pièces faisant de 40 mm à 100 de diamètre. Une fois la bonne température atteinte, on laisse la pièce mariner, un peu dans le four, pour que la chaleur se répartisse bien partout. Ça évite les écarts de température entre la surface et le cœur, qui pourraient causer des stress thermiques et des fissures pendant la déformation. C'est logique, le métal chauffé devient donc plus plastique et moins susceptible de casser. Du coup, on a besoin de moins de force pour le former, les outils s'usent moins vite et on gagne en précision sur les pièces fabriquées. En plus, le forgage à chaud favorise la création d'une structure à grain fin dans le métal, ce qui améliore ses propriétés mécaniques. La résistance, la ténacité au choc et la résistance à la fatigue. Que du bonus! Après le chauffage, la pièce est transportée super vite vers la presse hydraulique pour qu'elle n'ait pas le temps de refroidir sous la température de plasticité. Le temps de transport et la température de surface juste avant de commencer la déformation sont contrôlés de près pour éviter les mauvaises surprises, comme des fissures ou d'autres défauts. Les machines-outils à commande numérique, CNC, on les utilise beaucoup pour usiner les bielles. Ces pièces super importantes du moteur qui transmettent le mouvement du piston au vilebrequin. Fabriquer une bielle, c'est un processus complexe qui comprend du tournage, du fraisage, du perçage et de la rectification. Tout ça avec une précision de fou. Au départ, les ébauches de bielle sont fabriquées par estampage ou forgeage, à partir d'aciers au carbone ou d'aciers alliés. Ces ébauches ont déjà une forme proche de la pièce finale et souvent, elles incluent le chapeau de la tête de bielle, qui sera séparé plus tard. Sur les tours CNC, on fait l'ébauche et la finition du corps et des têtes de la bielle. Ensuite, on perce les trous de centrage, les trous pour les vis de bielle et d'autres trous techniques avec une précision allant jusqu'à un cinquième de millimètre. Dingue, non? Le fraisage sert à usiner les plans de joint entre le chapeau et le corps et la rectification permet d'obtenir une surface tellement lisse, une faible rugosité, que ça garantit un fonctionnement souple et une longue durée de vie à la pièce.
Une opération super importante, c'est l'assemblage de la bielle avec son chapeau, puis l'usinage final des trous pour les vis de bielle. Ça, c'est fait avec une précision extrême pour assurer la fiabilité de la connexion. C'est vital. L'usinage d'engrenages en aluminium avec des machines CNC, c'est aussi une opération très courante dans l'industrie. On choisit l'aluminium pour les engrenages à cause de sa légèreté, parce qu'il s'usine bien et qu'il résiste à la corrosion. Ça rend ces pièces idéales pour plein de secteurs: la construction mécanique, l'aéronautique, l'automobile, la robotique. Avant l'usinage, les ébauches d'engrenages en alu sont fabriquées par différentes méthodes: forgeage, moulage ou extrusion. Le forgeage donne une densité et une résistance élevée. Le moulage permet d'obtenir des formes complexes. Et l'extrusion crée de longs profilés avec une structure uniforme. Après ça, les ébauches subissent une normalisation. C'est un traitement thermique où on les chauffe à environ 960 degrés pendant un certain temps. Ça améliore la structure du métal et le rend plus homogène. L'usinage des engrenages sur les machines CNC, c'est un processus dit soustractif. On enlève l'excès de matière de l'ébauche avec des outils coupants pilotés par ordinateur. Grâce à la commande numérique, la machine réalise des opérations complexes avec une très haute précision, ce qui permet d'obtenir un profil de dent parfait, des dimensions exactes et des tolérances très serrées. Les opérations principales comprennent le tournage, le fraisage des dents, taillage, le perçage et l'alésage des trous, la rectification et parfois le honage pour une finition ultra précise. Pour les engrenages, la précision de certains paramètres est critique. Le module de la dent, l'angle de profil, l'épaisseur de la dent, le diamètre de la roue, la coaxialité, l'alignement de l'alésage central et de la denture. Les machines CNC assurent des tolérances de l'ordre du centième, voire du millième de millimètre. Ça garantit un fonctionnement fluide et silencieux de la transmission. Ces machines CNC peuvent tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec une intervention humaine minimale. Elles sont aussi faciles à reconfigurer pour fabriquer différents types d'engrenages. On peut lancer la fabrication de pièces sans avoir besoin d'investir des fortunes au départ. C'est pratique pour les prototypes ou les petites séries. Et comme l'aluminium se coupe facilement et conduit bien la chaleur, on évite de surchauffer l'outil et la pièce. Où on trouve ces engrenages en aluminium? Dans les voitures, pour les transmissions légères et les mécanismes auxiliaires, mais aussi dans l'aérospatiale, la robotique, l'électroménager et même dans le secteur de l'énergie. La qualité d'un engrenage, ça commence par la vérification du matériau, les alliages d'aluminium, leur composition chimique, leurs propriétés mécaniques. Tout ça influence la durée de vie et la résistance. Après l'usinage des dents, on fait un chanfreinage. On adoucit les arêtes au sommet et aux extrémités des dents. Ça évite que les pièces ne s'accrochent quand elles fonctionnent. Ensuite, on mesure tous les paramètres des dents, le diamètre, la largeur de la denture, la coaxialité des trous, le battement des faces, leur perpendicularité à l'axe. Bref, un contrôle qualité de A à Z. Pourquoi une partie des vieux médicaments est-elle détruite, alors qu'une autre, revient dans le circuit? Chaque jour, dans le monde entier, on produit des centaines de milliers de tonnes de déchets médicaux, des seringues usagées, des ampoules vides, des tubes à essai pleins de sang, des gants chirurgicaux, des médicaments périmés. Mais tu t'es déjà demandé ce qu'ils deviennent ensuite? Tu sais que certains de ces déchets peuvent rester dangereux pendant des années? Et qu'une mauvaise élimination peut carrément provoquer des catastrophes écologiques. Aujourd'hui, on va jeter un œil derrière les portes des entreprises spécialisées
ou des autoclaves, des fours à très haute température, et même des réactions chimiques transforment des substances dangereuses en déchets inoffensifs. Comment on stérilise une seringue exactement? Et quels sont les risques liés à une élimination illégale? Reste bien avec nous, la suite c'est du très très lourd. Chaque année, aux États-Unis d'Amérique, on génère plus de 6 millions de tonnes de déchets médicaux. Et non, la majorité, c'est pas des produits ultra toxiques. La plupart du temps, on parle juste de gants, de bandages, de blouses, de serviettes, en contact avec des fluides biologiques. Mais tout ça, c'est considéré comme potentiellement infectieux, donc hors de question de les balancer à la poubelle classique. Dans chaque hôpital, clinique, cabinet dentaire, laboratoire ou centre vétérinaire, bref, partout où on soigne, il y a des zones clairement définies pour stocker temporairement les déchets. Les objets à risque, comme les seringues, aiguilles, ampoules, bistouris, sont mis dans des conteneurs rigides marqués « objets tranchants ». Ils sont hermétiques et surtout impossibles à percer. Les matériaux humides ou souples, comme les compresses, la gaze, les serviettes, vont dans des sacs spéciaux, souvent rouges ou jaunes, bien fermés. Dans les grands centres médicaux, on les ramasse tous les jours, voire plusieurs fois par semaine. Dans les plus petits, c'est une fois par semaine, ou toutes les deux. Les entreprises qui gèrent ces déchets viennent selon un planning précis. Elles embarquent les conteneurs pleins et laissent des neufs. Tout le trajet est suivi, enregistré, pour éviter toute fuite de substances dangereuses. Un gros hôpital, à lui seul, peut produire jusqu'à 5 tonnes de déchets médicaux par jour. À l'échelle nationale, les établissements américains représentent entre 15 et 20% des déchets biologiques dangereux de la planète. Et même si environ 85% de ces déchets ne sont pas infectieux, ils doivent quand même être traités avec sérieux. Après la collecte, tous les conteneurs sont envoyés vers des installations spécialisées, que ce soit des entreprises privées comme Stericycle ou Daniels Health ou des centres publics. La méthode la plus utilisée, la stérilisation à la vapeur sous pression. Les déchets sont placés dans des chambres hermétiques, puis exposés à de la vapeur, entre 120 et 1 et 134 degrés Celsius, sous 2 ou 3 atmosphères de pression. Le processus dure entre 30 et 60 minutes. Et là, plus de bactéries, plus de virus, plus de champignons. Une fois traité, ce type de déchet n'est plus dangereux. Il est jeté comme une ordure normale. Cette technique permet de traiter environ 30% des déchets médicaux, soit entre 300 000 et 400 000 tonnes par an. On parle ici de bandages, gaz, blouses, gants, serviettes après injection, seringues sans aiguille, pinces en plastique, tubes, petits contenants sans liquide, flacons usagés, pipettes, boîtes de pétri. Mais certains déchets, les plus risqués, doivent être incinérés. Et là, on monte à 800, voire 1200 degrés Celsius. Ce traitement réduit le volume des déchets de 90 à carrément 95%. On incinère quoi? Des bouts de tissu, des organes, des membres amputés, des restes fétaux, des fluides biologiques en grande quantité, des médicaments périmés ou interdits, des vaccins, des produits hormonaux, des substances de chimiothérapie, et bien plus encore. Les déchets sont introduits dans le four via des trémies ou des vis sans fin, pour une alimentation continue. À l'intérieur des fours,
il y a plusieurs niveaux de combustion. La première chambre brûle les déchets principaux. La chaleur y est telle qu'elle dégrade totalement les matières organiques. La deuxième chambre, elle, monte encore en température pour détruire les gaz résiduels et limiter les émissions nocives. Et ensuite, les gaz passent par des filtres qui éliminent les polluants. Dioxyde de soufre, oxyde d'azote, métaux lourds, fumée toxique. Les médicaments ont tous une date de péremption. Au-delà, certains deviennent moins efficaces, voire dangereux. Ceux à base de substances actives instables sont systématiquement détruits à l'expiration. Mais parfois, même périmés, certains restent efficaces, à condition d'avoir été bien stockés. Les médicaments non encore expirés, bien conservés, jamais ouverts, peuvent être remis sur le marché. Il existe des procédures précises. Les pharmacies peuvent récupérer des stocks non vendus, scellés, et les revendre. Mais sous contrôle strict. Et selon les pays ou les régions, les règles varient. Certains acceptent de remettre en circulation des médicaments considérés comme sûrs. D'autres interdisent totalement cette pratique. Il existe aussi des programmes de retour. Quand un patient arrête un traitement ou a des médicaments non utilisés, il peut les ramener en pharmacie. Ces médicaments peuvent être réutilisés ou éliminés correctement s'ils ne sont plus utilisables. Certains médicaments périmés ou ouverts sont parfois utilisés pour la recherche, pour tester leur stabilité ou leur efficacité au-delà de la date limite. On estime que jusqu'à 15% des médicaments vendus en pharmacie finissent jetés, car périmés. Vu la valeur du marché pharmaceutique mondial, cela représente chaque année des milliards d'euros de pertes. D'après certaines études, jusqu'à 90% des médicaments resteraient efficaces après leur date de péremption, si les conditions de stockage ont été respectées. Mais franchement, d'un point de vue humain, on ne conseille pas d'expérimenter avec ça. À moins d'une urgence vitale, bien sûr. Éliminer des médicaments, ça coûte cher. En Europe, où les règles sont très strictes, le traitement des médicaments périmés ou toxiques coûte des dizaines de millions d'euros par an. Alors évidemment, certaines entreprises cherchent à réduire leurs coûts. Le marché noir des déchets médicaux est estimé à plusieurs milliards de dollars par an. Même des sociétés officielles, pourtant agréées, enfreignent parfois la loi, en choisissant des méthodes moins chères, mais beaucoup moins sûres. Ils sont minuscules. Mais sans eux, aucune voiture ne pourrait rouler. Les roulements automobiles, figure-toi qu'ils encaissent jusqu'à 10 000 tours par minute, supportent un poids allant jusqu'à 300 kg. Et pourtant, ils restent les héros invisibles de ta voiture. Chaque année, on fabrique plus de 600 millions de roulements dans le monde, et certains sont même devenus intelligents, avec des capteurs intégrés qui te disent eux-mêmes quand ils sont usés. Comment, à partir d'acier chauffé à blanc, naît une pièce dont la précision se compte au millième de millimètre près? Dans cette vidéo, tu vas tout voir. De la fusion brûlante au roulement du futur. Accroche-toi. Les roulements. Ils bossent dans des conditions super difficiles. Ils doivent supporter une pression énorme, le poids de la voiture, des rotations ultra rapides.
et même une météo pourrie. Donc, tu t'en doutes, fabriquer cette pièce, ça demande une précision de fou et les meilleurs matériaux possibles. La qualité du processus de fabrication, ça ne détermine pas seulement la qualité de la pièce elle-même, mais aussi la sécurité de la voiture et le confort du conducteur. C'est pas rien. Tout commence avec des fours industriels gigantesques, chauffés à des températures qu'on a du mal à imaginer, plusieurs milliers de degrés Celsius. Des blocs de métal brut, généralement de l'acier, sont enfournés là-dedans. Ils commencent alors à fondre doucement, se transformant en un métal liquide brûlant, brillant. On dirait presque de l'or liquide. Ce processus, c'est la fusion. Et son but principal, c'est de virer toutes les impuretés du métal pour le rendre le plus pur et le plus résistant possible. Pendant la fusion, on ajoute des éléments chimiques spéciaux, comme du chrome ou du nickel, qui améliorent les propriétés de l'acier, sa dureté, sa résistance à l'usure et sa capacité à encaisser de fortes pressions. Tout le processus est contrôlé par des spécialistes hyper expérimentés, parce que le moindre petit écart de température ou de composition, ça peut flinguer la qualité du produit fini. Le métal fondu est mélangé super soigneusement pour obtenir une structure bien homogène. Et ensuite, on le coule dans des moules spéciaux pour qu'ils refroidissent. Ces moules permettent au métal de se solidifier sous forme de gros blocs qui serviront de base pour la prochaine étape de fabrication de roulement. Une fois que le métal a refroidi et s'est solidifié en gros blocs, on les découpe en morceaux plus petits, plus pratiques pour la suite. Ces morceaux, on les appelle des ébauches ou des lopins. On les envoie ensuite vers des machines spéciales qui vont, petit à petit, donner au métal la forme voulue. Par exemple, pour les roulements à billes, on crée de petites ébauches rondes. Et pour les roulements à rouleaux, des ébauches cylindriques. Le processus d'usinage est d'une précision incroyable. Chaque pièce est travaillée avec une marge d'erreur qui ne dépasse pas 1 millième de millimètre. C'est hyper important parce que la moindre imprécision, même minuscule, peut affecter le fonctionnement du roulement. Après la mise en forme, c'est l'étape de la rectification. Les ébauches passent dans des rectifieuses qui rendent leur surface parfaitement lisse et régulière. Ce qui est crucial, c'est que chaque bille ou chaque rouleau soit impeccablement rond. Ça garantit que la charge est répartie uniformément. À ce stade, les billets sont rectifiés plusieurs fois, puis polis jusqu'à briller comme un miroir. Le traitement final rend la surface tellement lisse que même au microscope, c'est difficile de trouver le moindre défaut. Pour que les roulements soient super costauds et capables de supporter des charges élevées, on leur fait subir un traitement thermique. On chauffe les pièces dans des fours spéciaux jusqu'à environ 850 degrés Celsius. Puis, on les refroidit très vite dans de l'huile ou de l'eau. Ce processus, ça s'appelle la trempe. Juste après, on les réchauffe une nouvelle fois, mais à une température plus basse, autour de 150 ou 200 degrés. Cette étape, qu'on appelle le revenu, ça permet de réduire les tensions internes dans le métal et de le rendre plus durable, plus résistant dans le temps. Les billes, ou les rouleaux finis, sont ensuite placés dans une enveloppe spéciale. C'est ce qu'on appelle la cage. Pour les roulements à billes, il faut exactement 6 ou 8 billes, positionnées de manière égale autour de la bague intérieure. La cage est fabriquée dans un métal spécial qui protège les billes contre les chocs et les dommages. Pour réduire la friction et éviter l'usure entre les surfaces, on ajoute un lubrifiant. Ça peut être une huile spéciale ou une graisse épaisse. Après ça, le roulement est scellé avec des joints d'étanchéité pour que le lubrifiant ne s'échappe pas et que la saleté ne puisse pas rentrer. Avant d'envoyer le roulement au client, on le vérifie sous toutes les coutures. On teste sa résistance à l'usure, sa solidité et la précision de son fonctionnement. Par exemple, chaque roulement doit pouvoir supporter une charge de plus de 300 kg.
et tourner impeccablement à des vitesses allant jusqu'à 10 000 tours par minute. C'est du sérieux. La dernière étape, c'est l'emballage des roulements dans des boîtes spéciales. Certains partent directement dans les usines, où on assemble les voitures, tandis que d'autres sont vendus dans les magasins de pièces auto. Actuellement, le marché mondial des roulements est estimé à environ 120 milliards de dollars américains. Les principales régions consommatrices sont l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Les leaders dans la production de roulements sont la Suède, l'Allemagne, les États-Unis et le Japon. Aux États-Unis seulement, on produit plus de 600 millions de roulements chaque année, ce qui couvre les besoins de l'industrie automobile, aéronautique et d'autres secteurs industriels. Les technologies modernes transforment même les plus petites pièces de nos voitures, et les roulements ne font pas exception. Aujourd'hui, ils sont équipés de capteurs spéciaux qui permettent de surveiller leur fonctionnement en temps réel. Ces capteurs collectent des informations sur la température, les vibrations, la vitesse de rotation et même le degré d'usure. Grâce à ces données, on peut détecter rapidement le moindre problème avec le roulement et donc prévenir d'éventuelles pannes ou accidents. Pratique, non? Ces capteurs fonctionnent grâce à de l'électronique intégrée qui transmet les données à l'ordinateur central de la voiture ou même dans le cloud. Ça veut dire que le fabricant ou le conducteur peut recevoir des notifications sur l'état du roulement directement sur son smartphone ou sur l'écran de la voiture. Par exemple, si un roulement commence à surchauffer à cause d'une charge trop importante, le système le détecte et alerte le conducteur. En plus, ces innovations aident à optimiser l'utilisation des lubrifiants, ce qui prolonge la durée de vie des roulements. Dans l'industrie et l'aviation, les roulements équipés de capteurs deviennent indispensables pour assurer le fonctionnement sans interruption des équipements. Leur utilisation permet non seulement d'économiser sur la maintenance, mais contribue aussi à améliorer la sécurité et l'éco-responsabilité des machines. Les roulements intelligents, c'est clairement un grand pas en avant dans le monde de la technologie et du confort. Même si on trouve les roulements intelligents, surtout dans l'automobile, ils sont aussi utilisés dans l'aviation, l'agriculture et même dans les éoliennes. Bref, partout où surveiller l'état des pièces est absolument critique. Grâce à cette surveillance précise et à l'optimisation du fonctionnement, les roulements intelligents aident à réduire la consommation d'énergie et de lubrifiants, ce qui est une bonne nouvelle pour l'environnement. Et qui sait, peut-être que bientôt, la technologie sera tellement avancée que le roulement nous criera lui-même. « Eh oh, tu vas où comme ça, abruti? Tu vois pas que je suis complètement mort? C'est l'heure d'aller au garage, pas de partir en vacances. » Chaque année aux États-Unis, on jette plus de 500 000 aspirateurs, tu te rends compte. Mais tu t'es déjà demandé ce qu'ils devenaient ensuite? À l'intérieur de chacun, il y a des kilos de métal, des batteries toxiques, du plastique et des puces électroniques rares. Ces machines ne disparaissent pas comme ça. Elles se transforment en ferraille, qui va parcourir des milliers de kilomètres avant de reprendre vie ailleurs. Et attends, il y a même des pays qui n'ont aucune loi pour gérer tout ça. Dans cette vidéo, tu verras comment on extrait absolument tout d'un vieil aspirateur, du fréon jusqu'à l'aluminium précieux. Ça va bien plus loin qu'un simple recyclage. C'est une véritable bataille contre les déchets électroniques dans le monde entier.
Une fois que l'aspirateur ne sert plus, les gens le déposent souvent dans des centres spécialisés pour déchets électroniques, ou alors ils le laissent aux collectes organisées par les municipalités. Tu vois, rien qu'aux États-Unis, on récupère environ 500 000 aspirateurs chaque année. Après la collecte, ils sont transportés vers des centres de recyclage, dans des camions spéciaux, conformes aux normes de sécurité pour le transport de déchets électroniques. Dans ces installations, on démonte complètement les aspirateurs, à la main ou grâce à des systèmes automatisés. Les compresseurs, les moteurs et les pièces métalliques du boîtier peuvent représenter près de 40% du poids total. Par exemple, pour un aspirateur qui pèse 6 kg et 800 g, les pièces en métal peuvent déjà approcher les 3 kg. Le carter extérieur, le capot et tous les autres éléments sont en plastique, ce qui constitue en général la moitié du poids. Pour le même appareil de presque 7 kg, ça fait dans les 3,5 kg. Les 10% restants, ce sont les cartes électroniques, les câbles, les boutons, les capteurs, etc. Comme ils contiennent des métaux lourds, plomb, cadmium, on doit les traiter séparément. Avant de tout démonter, on retire le fréon du système et on enlève aussi les batteries. Et oui, il arrive qu'il y ait des batteries au lithium ou au plomb, et c'est crucial de les gérer correctement. Des pompes à vide et des équipements spéciaux servent à extraire ces substances toxiques, ensuite envoyées dans des centres de traitement pour déchets dangereux. Une fois l'appareil ouvert, chaque type de composant est trié séparément. Les métaux récupérés après démontage sont débarrassés de la peinture, des résidus de plastique, de la graisse et d'autres impuretés, histoire de pouvoir les réutiliser. Première étape, le nettoyage mécanique. On passe les pièces métalliques dans des broyeurs ou des concasseurs pour réduire le métal en fragments plus petits et virer les contaminants légers. Dans les grandes usines, on casse aussi les gros morceaux avec de puissantes presses hydrauliques ou on les découpe. Ensuite, tout ça part sur des cribles vibrants qui séparent la poussière, le plastique résiduel et les particules indésirables. Une fois nettoyé, le métal file vers des séparateurs magnétiques qui extraient les métaux ferreux comme l'acier et la fonte. Résultat, chaque matériau est bien isolé avant le traitement suivant. Après le nettoyage mécanique, il reste parfois des traces de peinture ou d'autres revêtements, comme du vernis ou des produits anti-rouille. Pour s'en débarrasser, on utilise le sablage et le nettoyage chimique. Concrètement, on projette d'abord un jet puissant de sable ou de grenaille métallique pour faire sauter le revêtement. Puis on plonge ces pièces dans des bains de solvant, acide ou alcalin, qui dissolvent la peinture et les autres couches restantes. Si la peinture ou le plastique sont vraiment collés, on les envoie dans des fours à très haute température, entre 430 et 540 degrés Celsius. Les résidus organiques brûlent alors, et on récupère le métal à nu. On emploie souvent ce traitement thermique pour l'aluminium et les alliages de cuivre. Une fois nettoyés, les éléments métalliques partent à la refonte dans des fours à arc électrique ou à induction, où ils passent à l'état liquide. Pendant ce processus, on élimine les scories et autres impuretés, et le métal devient fin prête pour une nouvelle utilisation. Les procédés à haute température peuvent traiter jusqu'à 10 tonnes de métal par heure dans les grosses installations industrielles. Avant d'être transportées, les pièces métalliques sont compactées et pressées pour réduire leur volume.
Des presses hydrauliques les transforment en briques ou en cubes bien denses. Les petits fragments, eux, sont mis en conteneurs ou en sacs pour faciliter la manutention. La ferraille est ensuite chargée sur des camions, des wagons de train ou des navires, selon la distance jusqu'à l'acierie. Si c'est vraiment loin, on privilégie souvent le rail. Un seul wagon peut transporter 50 ou 100 tonnes de métal. Les camions de ferraille ont en général une benne ouverte, mais on recouvre le chargement avec un filet ou une bâche pour éviter qu'il se disperse. Du coup, une fois recyclé, le métal parcourt facilement plusieurs centaines, voire des milliers de kilomètres, avant de connaître une seconde vie sous forme de nouveaux appareils, de voitures ou de matériaux de construction. Quant au plastique des aspirateurs, on le broie en granulés qui serviront à fabriquer de nouveaux produits en plastique. Ça réduit notre dépendance aux ressources vierges. Les composants électroniques, eux, sont envoyés dans des centres spécialisés dans le traitement des déchets électroniques où l'on récupère des métaux rares et d'autres matières précieuses. Le démontage et le recyclage des aspirateurs aident à diminuer la quantité de déchets qui se retrouvent en décharge. On estime que recycler les déchets électroniques permet d'économiser jusqu'à 60% d'énergie par rapport à la production de métal neuf à partir de minerais. En plus, ça réduit l'impact des substances toxiques sur l'environnement. Les centres de traitement modernes emploient des systèmes de tri automatisés qui augmentent la précision et la vitesse du démontage. Par exemple, des robots équipés de scanners séparent les parties en plastique et en métal par reconnaissance optique, si bien que le temps de traitement d'un seul aspirateur descend à 20 ou 30 minutes. Recycler une tonne d'acier peut faire économiser jusqu'à 1,5 tonne de dioxyde de carbone, soit l'équivalent des émissions d'une voiture pendant 6 mois. Hélas, aujourd'hui, on jette plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques dans le monde chaque année, et à peine 20% est correctement recyclé. Pourtant, il existe des points de collecte pour les appareils électroniques dans la plupart des régions. Mais dans certains pays, il n'y a carrément aucune loi ni exigence pour traiter correctement l'électroménager. Beaucoup de gens ignorent qu'on ne peut pas juste balancer son vieux matos à la décharge. Et dans certains endroits, il existe des programmes de recyclage payants. Donc les gens préfèrent tout jeter n'importe comment. Pour les entreprises, c'est souvent moins cher d'acheter des matières premières neuves que de recycler. Du coup, on envoie énormément de déchets électroniques vers des pays d'Afrique ou d'Asie, où ils sont démontés dans des conditions épouvantables. C'est non seulement un problème écologique, tu vois, mais aussi un problème social, parce que des personnes manipulent ces substances toxiques sans aucune protection. C'est ici que naissent les géants d'acier. Chaque année, plus de 300 millions de vannes industrielles sont fabriquées dans le monde. Et tout commence par le feu, le fracas, et des températures allant jusqu'à 3000 degrés Fahrenheit. Des fours titanesques, du métal en fusion et une précision fulgurante au dixième de millimètre près. Tu vas voir comment une simple roche devient une pièce capable de stopper le flux de pétrole, de gaz ou de produits chimiques sous une pression qui peut faire exploser une canalisation. C'est une histoire de puissance, d'ingénierie et du cœur brûlant de la métallurgie. Dans les profondeurs de la Terre, à plusieurs centaines de mètres, d'énormes excavatrices arrachent la roche brute. Des tonnes de minerais sont extraites. C'est la base des futures vannes industrielles. Les carrières s'étendent sur des kilomètres. Des foreuses perçant le sol
pendant que des camions aussi hauts qu'un immeuble à 2 étages transportent les matériaux vers des concasseurs. Là, des mâchoires d'acier écrasent la pierre pour la préparer à sa transformation. Le minerai broyé part ensuite vers les aciéries. Dans les hauts fourneaux, où il fait 1600 degrés Celsius, le fer est séparé des impuretés et se transforme en coulées brûlantes de métal fondu. Regarde-moi ça! D'immenses poches remplies d'acier liquide se penchent lentement pour verser leur contenu dans des moules. Des flammes, des étincelles, un vacarme assourdissant. Tout ça fait partie du processus qui donne naissance à un matériau capable de résister aux pires conditions. Une fois refroidi, le métal est découpé en plaques, en barres, en blocs. Chacune de ces pièces peut devenir une partie d'une vanne. Des trains et des camions les transportent vers d'autres usines. Là où commence la phase suivante. Transformer ce métal brut en mécanisme de précision. Tout débute par la conception. Les ingénieurs établissent un plan ultra détaillé, en prenant en compte la température, la pression, le type de liquide ou de gaz que la vanne devra gérer, et sa durée de vie. Si nécessaire, les prototypes sont testés sur des bancs spécialisés qui simulent les conditions réelles d'utilisation. Et ce processus peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon la complexité de la vanne. Statistiquement, plus de 60% du temps de développement est consacré aux tests de prototypes. C'est particulièrement vrai pour les vannes, destinées à l'industrie pétrolière ou gazière, où la moindre erreur est critique. Une fois le modèle validé, les matériaux et les techniques de fabrication sont choisis en fonction de leur résistance à la pression et à la corrosion. Le métal arrive à l'usine. Le design est prêt. Il est temps de passer à la fonte. On verse le métal fondu dans des moules spécifiques pour obtenir la forme désirée. On utilise différents métaux, mais les plus courants sont la fonte, l'acier et le bronze. Chacun a ses propriétés, qui le rendent adapté à certaines conditions. D'abord, on chauffe le métal à des températures extrêmes. Par exemple, la fonte, l'acier ou le bronze fondent à plus de 1500 degrés Celsius. À cette température, le métal devient liquide et peut être coulé dans des moules spécialement conçus. Ces moules ont exactement la forme de la pièce à fabriquer, circulaire, plate, creuse, tout est possible. Ils sont fabriqués dans des matériaux ultra résistants, comme le sable ou le métal, pour supporter cette chaleur intense. Le moulage dans le sable est courant. On obtient des pièces faciles à usiner ensuite. Dans une grande usine de vannes industrielles, la fonderie est un vrai spectacle. Regarde ces blocs métalliques géants que la grue soulève dans les airs. Ils pèsent des centaines de kilos et brillent d'un éclat froid. La grue les amène doucement vers le four de fusion, chaque mouvement calculé au millimètre près. Quand les blocs tombent dans le cœur brûlant du four, un bruit sourd résonne. Puis, le métal commence à fondre. Il bouillonne, tourbillonne, comme de la lave en furie. La chaleur est telle qu'on la sent de loin, et la lumière orange te donne l'impression d'être devant les portes de l'enfer. Quand la consistance est parfaite, les opérateurs lancent la coulée. Un bras géant incline lentement le creuset. Une vague épaisse de métal en fusion déborde et remplit les moules en quelques secondes. Autour, de la vapeur s'élève. Même les moules réfractaires semblent au bord de fondre.
Pour fabriquer des vannes fiables, on utilise des méthodes combinées de refroidissement. D'abord, on laisse les pièces reposer dans le moule. Puis, on les plonge dans des bains d'eau, d'huile, ou on les refroidit à l'air comprimé. Parfois, les pièces passent dans des fours à refroidissement progressif. C'est essentiel pour éviter les fissures et garantir une solidité maximale. Chaque pièce est ensuite nettoyée par sablage ou grenaillage, des jets puissants de sable ou de billes métalliques qui retirent les résidus de moule et la calamine. Pendant la fusion, la chaleur crée une couche d'oxyde sur la surface qu'il faut absolument enlever. Ensuite, on coupe les excès de métal, les canaux de coulée, nécessaires au remplissage uniforme du moule. Parfois, ils représentent jusqu'à 20% du poids total. Place à l'usinage. Les pièces sont fixées sur des machines à commande numérique. Des outils coupants retirent l'excès de matière pour créer des surfaces lisses, des canaux précis. Certains ateliers traitent près de 100 pièces par équipe. On fraise des emplacements pour les joints d'étanchéité, essentiels pour éviter les fuites de liquide ou de gaz. On perce les trous pour fixer les vannes aux tuyaux. Pour ça, on utilise des forêts ultra résistants, car la fonte et l'acier sont durs comme de la pierre. Le diamètre intérieur des vannes peut aller de 10 mm à plus d'1 mètre, et la marge d'erreur ne doit pas dépasser un dixième de millimètre. C'est de la haute précision. Après l'usinage, on passe au polissage. Des disques ou bandes abrasives rendent les surfaces parfaitement lisses. Les parties internes des vannes sont particulièrement importantes. Leur qualité détermine la longévité de la pièce. Quand les vannes sont destinées à l'industrie chimique ou alimentaire, on les polit jusqu'à brillance miroir, car là, l'hygiène est cruciale. Enfin, toutes les pièces passent par un contrôle qualité strict.